Alors, les choses ne vont plus entre Elon Musk et Donald Trump. La bagarre, le feu, ce qui était ce qu'on appelait bromance, se transforme très rapidement en hostilité. Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez ces deux personnes, combien ils étaient très amicales. Et il y avait beaucoup de respect mutuel entre eux. I think Elon is a fantastic guy. Did a great job. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était quand même choquant et intéressant de voir un président de la République avoir une relation basée sur l'affinité avec une personne qui n'est pas directement embauchée par le gouvernement, n'est-ce pas? C'était une toute première pour beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils s'entendent plus. En réalité, il y a quelques jours, Elon Musk a critiqué Donald Trump dans une nouvelle loi qui vient de passer. I think it's the most important bill this country just about has ever done in terms of size and scope. That's why we call it the great, big, beautiful deal. I mean, it really is. Elon a à peu près dit que c'était une loi sorcelérique, une loi injuste, accusant directement Donald Trump et son groupe. Donald Trump, en retour, a traité Musk de malade, disant qu'il était complètement fou, il avait perdu la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est très profond, mais on va essayer de décortiquer, trouver des éléments essentiels pour mettre à votre portée les choses nécessaires. Alors, nous savons tous que Elon Musk était impliqué en tant qu'employé spécial du gouvernement à la tête du département d'efficacité gouvernementale, le DOGE. Ce département, évidemment, avait pour objectif de récupérer l'argent du gouvernement, ou en tout cas, s'assurer que plus jamais l'argent du gouvernement américain soit dépensé dans des projets qui ne soutiennent pas nécessairement la politique étrangère américaine. Cela y compris des sponsorships médicaux au Lesotho, en Afrique du Sud et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Elon Musk faisait un travail excellent, ok? Il a apporté dans Doge son style de travail. Musk a prôné la culture de travail intense avec des très longues heures de travail afin de réduire rapidement les dépenses fédérales et d'améliorer l'efficacité du gouvernement. Est-ce que ça a fonctionné? Ah oui, ça fonctionnait parce que Donald Trump a beaucoup félicité son travail et Elon Musk, très rapidement, s'est attiré beaucoup d'ennemis. Alors, une chose très intéressante ici. Elon Musk a aussi exprimé son désir de rester au-delà de la période traditionnelle de 100 jours. C'est-à-dire quoi? Il était embauché comme employé spécial du gouvernement. Et ceux-là ne peuvent rester que pendant 100 jours. Finito. Mais lui, approché de 100 jours, exprimait son désir de rester pendant beaucoup plus longtemps que ça. Certainement, il a aimé, vous savez, tout ça. Enfin, après tout. Mais malheureusement pour lui, la Maison-Blanche n'était pas tout à fait enthousiasmée de son désir. On parle ici de membres du cabinet de Donald Trump qui ne l'aimait pas tout à fait. Ou en tout cas qui n'aimait pas son attitude. Alors qu'est-ce qui serait passé? À huis clos, Elon Musk aurait bousculé le secrétaire de Trésor Scott Bessent. Donc on dit apparemment qu'il y aurait une bousculade entre les deux. Ça a commencé à pousser de partout pour quelconque raison, je sais pas trop. Et d'ailleurs, regardez dans cette vidéo, vous allez voir. Il a une marque au visage, écoutez-les. Mr. Musk, is your eye okay? What happened to your eye? I noticed there's a bruise there. Yeah, no, I was just horsing around with Lil X, and I said, go ahead, punch me in the face, and he did. Turns out even a 5-year-old punching you in the face, actually. On lui a posé une question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, c'est mon fils de 5 ans, à qui j'ai demandé de me faire un coup au visage. Enfin, c'est quand même bizarre. Depuis quand un fils de 5 ans peut te faire un blue eye comme ça? Enfin, bref. Il a été rapporté que Elon Musk était dans une bagarre avec ce monsieur Scott Bessent. Et le monsieur apparemment lui a donné une droite. Il n'y a pas que Scott Bessent. Musk était aussi en tension avec le chef adjoint du personnel de la Maison-Blanche, Stephen Miller, le chef du cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Donc Elon Musk, évidemment, vous savez, son ego est surdimensionné en tout cas, s'est pris la tête avec le membre du cabinet de Donald Trump. Donc ceux-là ne voulaient pas de lui. Et quand lui a exprimé son désir de rester travailler pour le gouvernement, dans Doge, au-delà de son délai de 100 jours, les gens du cabinet ont exprimé leur désir qu'on ne fasse pas d'extension à son travail. Alors, l'une des choses importantes qui ont certainement dérangé Elon Musk ici, Trump a discrètement retiré la nomination de Jared Isaacman, l'un des plus proches alliés de Musk, à un poste de direction à la NASA. Donc ce monsieur que vous voyez ici, Jared Isaacman, c'est une personne évidemment très importante pour Musk. C'est un milliardaire en dollars, pas en français, enfin, non, en dollars américains. Le monsieur, évidemment, a mis Musk s'attendait à, c'est un très proche, Musk s'attendait à ce qu'il soit nominé à la direction de la NASA. Mais malheureusement, Trump a retiré sa nomination discrètement, sans le dire, et Musk était vraiment fâché. Alors, quand est-ce que la tension s'est aggravée? La tension s'est aggravée suite aux vives critiques de Musk à l'encontre du One Big Beautiful Bill. Ok, c'est un projet de loi très important pour Trump et ses amis que Elon Musk a brutalement critiqué. À quoi sert ce projet de loi? Le projet de loi, c'est la réduction d'impôts des dépenses soutenues par Trump. Elon Musk a qualifié le projet de loi d'abomination répugnante. Voilà ce que Musk a dit. Imaginez-vous en tant que président de la République, vous présentez un projet de loi qu'une personne censée être votre proche nomme abomination répugnante. Incroyable. Alors,
peu après cela, Donald Trump a dit qu'Elon Musk avait complètement perdu la tête, il était malade. Musk disait qu'il s'inquiétait que ce projet alourdirait la dette nationale à 2400 milliards de dollars. Donc, l'expression de Musk est que je m'inquiète pour le gouvernement, je m'inquiète pour le pays parce que votre projet de loi assombrira la nation. On va essayer de le décortiquer, les amis, ne vous en faites pas. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi. A pour objectif d'annuler l'aide que reçoivent les Américains. C'est une aide sociale de santé, c'est-à-dire ça s'appelle Medicare. Cette aide permet évidemment à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont vieux, ceux qui sont handicapés de partir à l'hôpital et de recevoir un traitement quelquefois gratuit, parfois payant mais à un prix acceptable. C'est donc ça, c'est pour la communauté, c'est pour les gens et tout le bazar. Donc Donald Trump veut complètement annuler ça. Alors, d'où vient cet argent? L'argent, évidemment, une grande partie vient des taxes américaines. Et ceux qui payent les taxes sont ceux qui, quelque part, sponsorisent, s'assurent que le pays a assez d'argent pour présenter de tels projets. La deuxième chose que Trump veut annuler à travers ce projet, il veut annuler les taxes pour les riches. Ok? Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes vont payer les taxes, mais ceux qui sont super riches ne paieront plus les taxes. Ou très peu. C'est-à-dire, en faisant cela, on donne, d'après eux, plus d'argent à ceux qui sont riches, ce qui leur permettrait de réinvestir. Ok? Et ce qui attirerait aussi les riches de partout dans le monde. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'objectif de réinvestir. Malheureusement, ce système, pour beaucoup d'experts, créerait une très forte disparité entre les riches et les pauvres. Donc, la différence sera beaucoup trop grande. Ça va s'élargir. Les pauvres vont payer les taxes, les riches ne payeront rien. Enfin, les middle class vont payer les taxes. Donc, Trump et ses potes milliardaires ne paieront plus les taxes. La troisième chose qu'il veut suspendre, c'est un programme qu'on appelle SAPS ou Food Stamp. Le Food Stamp, c'est simplement un système où on donne aux Américains qui sont en difficulté accès à la nourriture. Comment on le fait? On transfère de l'argent dans une carte. À travers cette carte, tu peux partir au supermarché sélectif et t'acheter à manger. Ok? C'est évidemment un programme qui a été créé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont en difficulté, les vieillards et ceux qui sont handicapés. Donald Trump dit yes. Trump veut arrêter le programme fédéraux de logement. Les programmes fédéraux de logement sont simplement un programme de bons d'achat pour le choix du logement, c'est-à-dire de l'aide à des familles à très faible revenu, des personnes âgées et les personnes handicapées à accéder à des logements sur le marché privé. Ce qui se passerait, c'est quoi? En effet, le participant, donc la personne qui veut la maison, consacrerait 30% de son salaire pour payer les loyers, pendant que le gouvernement paye 70%. Ça fait partie de ces programmes. Trump a dit absolument pas. Ils n'ont qu'à dormir dehors. Un autre programme que Trump veut annuler à travers son projet de loi, les programmes fédéraux d'éducation. Il y a par exemple la bourse Pell. C'est un financement gratuit pour les études supérieures, non remboursables. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique, les études coûtent très cher. Ça peut aller à hauteur de 100 000 $. Mais ici, on vous donne une opportunité d'aller au collège, d'aller étudier les études supérieures sans avoir à rembourser. Ça, c'est un premier programme. Évidemment, l'admissibilité, c'est pour les gens pauvres, en difficulté, les étudiants de premier cycle à faible revenu. Donc, ça aide le pauvre à pouvoir accéder à l'école aussi. Alors, on reçoit combien? On reçoit à peu près 7 000 $ par an dans ce programme. Trump dit non. Alors, il y a un élément très important ici, je pense, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Musk est vraiment fâché, parce que lui, il parle de déficit, c'est-à-dire le pays va entrer en dette, c'est tout le bazar. Est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que on va essayer de décortiquer et nous assurer si c'est peut-être pas le problème. Trump veut annuler l'incitation aux énergies propres. En effet, aux États-Unis, on encourage aux gens, depuis 1970, d'adopter l'énergie verte, l'énergie propre. En d'autres termes, si vous achetez un système solaire, ok, panneaux solaires, tout le bazar, il y a des incentives pour ça. Il y a des subventions. En d'autres termes, vous achetez un système solaire que vous mettez à la maison au lieu d'utiliser le courant normal tel qu'il est. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va vous accorder 30% de tax credit. Tax credit ou crédit de taxe veut dire si vous installez un système solaire qui n'est pas un système typique, ok, avec des panneaux solaires ou autres, le gouvernement vous offre 30% off de taxe. C'est-à-dire, si votre système, par exemple, valait 20 000 $, 30% de 20 000 $, c'est combien? 6 000 $. À la fin de l'année, quand il faut payer vos impôts, ok? Quand il faut payer vos impôts, on va retirer 30% de la valeur de votre solaire, c'est-à-dire vos 6 000 $, on va considérer ça comme payé à l'IRS, l'organisation de taxes américaine. Pratiquement, si vous devez 7 000 $ de taxes au gouvernement, les 6 000 $ de 30% de votre système solaire seront payés dans le compte du gouvernement. Et il vous faudra simplement payer 1 000 $. Vous comprenez? C'est un programme qui a commencé en 1970 et a progressivement évolué. C'est pour encourager la population américaine de se pencher vers un système beaucoup plus clean. Ces subventions sont aussi valables en ce qui concerne les voitures électriques.
C'est-à-dire, si vous achetez une voiture électrique au lieu d'une voiture conventionnelle, ce qui se passerait, c'est quoi? Le gouvernement vous donnerait 7500 $ en crédit. Donc, votre compte de crédit aura 7500 $. Et à la fin de l'année, au moment de payer les impôts, on va considérer que vous avez 7500 $ en crédit. Donc, au lieu de sortir de votre poche les 7500 $ à hauteur, ça dépend évidemment, ça pourrait varier, sera l'argent qui sera déposé dans le compte des impôts américains. Et ceci, évidemment, a été fait dans l'objectif pour encourager la population américaine d'acheter des voitures de machin histoire. Alors, pourquoi c'est important? L'objectif était évidemment de combattre le réchauffement climatique, contribuer à réduire les émissions de carbone et la pollution atmosphérique, rendre l'énergie propre plus abordable et accessible, créer des emplois dans les secteurs des énergies renouvelables. Donc c'était ça initialement l'objectif. Mais Donald Trump, pour ceux qui savent pas, n'a jamais été partisan de réchauffement climatique. Il pense pas que c'est une possibilité. Il pense pas que c'est causé par les humains. Ils ont complètement annulé ce système. Alors pour ceux qui comprennent, Elon Musk, propriétaire de Tesla, une voiture électrique, manifestement sera affecté sur le plan financier. Parce que si les gens ne sont plus subventionnés pour acheter des voitures électriques, c'est-à-dire que Tesla sera l'entreprise qui sera la plus affectée. Parce que ces subventions représentent l'oxygène dans les poumons des Tesla. Donc, en récapitulation, ils veulent réduire les impôts pour eux-mêmes, ils veulent couper l'aide au logement, donc pas fini, dormir dehors. Ils veulent couper le food stamp, donc pas de nourriture pour ceux qui n'ont pas d'argent, manger dehors, manger les rats. Ils veulent couper l'aide aux soins pour ceux qui peuvent aller en difficulté sans argent, pas d'hôpitaux pour vous, mourrez. Ils veulent couper la subvention pour les voitures électriques et l'énergie solaire. Ceci, évidemment, affecte directement Elon Musk. Et Elon Musk dit, ceci va créer un déficit incroyable. Le pays va entrer en dette comme pas possible. Alors, l'une des choses les plus importantes aussi pour eux, ils veulent plus d'argent pour le mur frontalier. Donald Trump a toujours voulu une construction du nouveau mur le long de la frontière américano-mexicaine. Parce qu'il pense que beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de gens venant des pays des tiers-mondes, républiques bananières sans loi, traversent à travers le Mexique. Alors, Trump ne veut pas que ces gens rentrent. Ce mur coûterait 46 milliards de dollars. Et pour eux, pour avoir de l'argent pour construire ce mur, il faut vous couper accès à la santé, vous couper accès au logement, vous couper accès à la nourriture, vous couper accès à toutes ces histoires. Donc, au lieu que eux dépensent l'argent en payant les taxes pour leur travail, ils préféraient que vous n'ayez plus accès à la santé, plus accès à la nourriture, plus accès à la maison, plus accès aux études qui sont sponsorisées. Alors, Elon Musk a dit publiquement que ce projet de loi creuserait le déficit budgétaire américain, avertissant qu'il pourrait porter le déficit annuel à 2500 milliards de dollars. Il a qualifié ce projet d'abomination répugnante. En bref, Elon Musk est mécontent car il considère que le projet de loi est fiscalement irresponsable et potentiellement préjudiciable à l'économie et à ses entreprises. Alors, qu'est-ce que Musk a dit? Musk a aussi dit la raison pour laquelle Trump n'a pas encore libéré les documents de Jeffrey Epstein, c'est parce que son nom figure dans la liste de ces gens. Il est temps de lâcher la grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. Jeffrey Epstein, c'est qui? C'est un financier, une personnalité globale qui fréquentait les élites du monde. Donc, les riches, les princes, les notables, et notamment des politiciens, des membres de famille royale et tout le bazar, des célébrités, des chefs d'entreprise. Alors, Epstein possédait des jets privés et des villas dans les Caraïbes, où il organisait des grandes fêtes. Il y avait des choses incroyables qui se passaient là, vous imaginez déjà. Et aussi là-bas, apparemment, il y avait des jeunes mineurs qu'on emmenait là-bas. Et des grandes personnalités, des ex-présidents de la République et tout le bazar. Il y allait très souvent. Et aussi, le monsieur des ordinateurs aussi apparemment était... Epstein avait été arrêté. Après avoir été arrêté, on a fait des enquêtes. On a découvert qu'il aurait recruté et abusé des dizaines de mineurs, souvent par l'intermédiaire des réseaux des complices. Il a utilisé sa richesse et son influence pour réduire les victimes au silence. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bon. Après les enquêtes, on a découvert des carnets de contacts. Dans ce carnet, il y avait des adresses compilées par Epstein, liste des personnes associées au service de massage d'Epstein. Il y avait des preuves, des inventaires, des objets saisis lors des enquêtes, y compris des photographies et d'autres documents. Il paraît que le président là, américain qui est associé à la guerre, non, lui était associé à Haïti. Ils étaient tous là-bas. Donc c'est incroyable comme histoire. Epstein était arrêté, mais avant d'être jugé, il était mort. Les gens n'ont pas compris comment il est mort. On dit qu'il est mort de suicide. Mais beaucoup de gens, évidemment, disent il a beaucoup trop de connaissances. Voilà, il fallait l'éliminer puisqu'il a été arrêté parce que voilà, il y avait des princes, des rois, des politiciens qui partaient là-bas pour faire des choses complètement malades. Mais Trump, avant d'arriver au pouvoir, avait promis de publier les documents, ces documents qui sont entre les mains d'un juge de l'État. Et d'ailleurs, une partie de ces documents, c'est encore entre les mains du FBI. Le FBI refuse de donner ces documents. Pourquoi?
Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment compromettantes à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Donald Trump a menacé de rompre les contrats fédéraux avec l'entreprise de Elon Musk, notamment SpaceX et Tesla. Pourquoi ceci compte? Évidemment, c'est parce que SpaceX détient des contrats importants avec la NASA, le département de la défense américain, pour le lancement des satellites, pour le transport de fret et d'astronautes vers les stations spatiales, c'est-à-dire pour lancer les satellites, c'est SpaceX qui fait ça pour le gouvernement. Pour envoyer des frettes à manger pour ceux qui sont dans des satellites, c'est SpaceX qui fait ça. Ils sont aussi associés au gouvernement américain dans le développement des capacités militaires spatiales, des armes spatiales. C'est SpaceX qui s'en occupe. Donc Trump a dit, si tu oses faire quoi que ce soit, on va annuler même ces contrats-là. Donc c'est un peu ça. En récapitulation, vous avez compris, on va annuler plusieurs histoires, y compris les intérêts de Musk et les intérêts de la population appauvrie américaine. Rappelez-vous que ceux qui bénéficient de food stamp, c'est-à-dire de la nourriture gratuite, des traitements gratuits à l'hôpital, des maisons et tout le bazar, pour la plupart sont des Noirs. Ok? 25% de ces personnes qui reçoivent sont des Noirs. Et rendez-vous compte qu'aux États-Unis, moins de 13% de la population est noire. Donc la grande majorité sont des Blancs. Alors, est-ce du racisme ou pas? Je sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless. Et avant de partir, est-ce que Elon Musk s'est fait duper par Donald Trump? Vous savez, la politique n'a pas de position, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de stance. On y va très rapidement. L'AES vient de déclarer ouvertement que désormais, pour négocier avec l'un des pays, c'est-à-dire le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, il faudrait négocier avec eux en collectif. C'est-à-dire, c'est fait, c'est bon, c'est une confédération maintenant. Inutile d'essayer de discuter avec le Mali seul, ou le Burkina Faso, ou le Niger. Une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Biyamakofi. Le président malien Assimi Goïta a reçu vendredi 23 mai 2025 les ministres des Affaires étrangères de l'AES à Bamako. C'est-à-dire le ministre malien Abdoulaye Diop, son homologue burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre nigérien Bakari Yaou Sangara sont partis rencontrer le président malien Assimi Goïta pour lui faire des rapports. Vous posez certainement la question de savoir quel rapport. Évidemment, le rapport sur leur réunion avec la CEDEAO qui a eu lieu un jour avant. Donc, les 3 ministres de l'AES sont partis rencontrer une délégation de la CEDEAO. La réunion du 22 mai 2025 à Bamako a été un moment clé dans le processus de séparation entre l'AES et la CEDEAO, visant à définir les modalités de cette séparation et à renforcer les structures internes de l'Alliance pour assurer sa stabilité et son développement futur. Voilà, ça veut simplement dire, quand on se sépare, en tout cas à ce niveau politique et géopolitique, on peut malheureusement pas se séparer à queue de poisson. Il faut se séparer en établissant les normes et les conditions de la séparation. Puisqu'on a travaillé ensemble, l'AES, maintenant une confédération, devrait avoir une réunion avec la CEDEAO pour mettre fin à toutes ces discussions. Je vous rappelle qu'après leur sortie de la CEDEAO a insisté pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils revoient leur décision. Et c'est suite à cette réunion qu'ils sont partis faire un rapport à Assimi Goïta sur comment ça s'est passé. Pourquoi Assimi Goïta? Parce qu'Assimi Goïta est le président de l'AES, le numéro 1. Comme vous le savez, la direction sera prise alternativement chaque année par chaque représentant de chaque pays de l'AES. Cependant, les ministres de l'AES ont insisté sur un point fondamental. Les échanges se poursuivraient exclusivement de manière collective et coordonnée. Cette position marque un gros changement par rapport aux premières démarches entamées de manière bilatérale par la CEDEAO. Les 3 pays sahéliens refusent désormais toute négociation séparée avec l'organisation ouest-africaine. Hier, l'occasion d'échanger avec la commission de la CEDEAO, donc en prélude aux négociations qui vont régir le retrait définitif des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors, il était question pour nous de venir rendre compte au président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, et de faire le point, de relever des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Donc c'est évident. Vous savez, généralement, pour détruire une camaraderie ou un groupe d'amitié, un groupe d'amis, il faut commencer à isoler les gens. Vous appelez quelqu'un de côté, comment ça va, ça se passe. Au fait, est-ce qu'ils ont contribué aussi aux difficultés que tu traverses? Ta mère est décédée, est-ce qu'ils ont mis de l'argent pour toi? Mais pourtant, pour Eric, ils ont mis de l'argent, c'est pas cohérent. Pourquoi pourtant on n'a pas mis? Oh non, c'est tel ou tel qui a contribué. C'est comme ça qu'on sépare les gens. Est-ce qu'ils ont été à ta fête? Ah non, ils étaient occupés. Pourtant, moi, j'étais à leur fête. Ah oui, généralement, tu sais, quand il s'agit d'Eric, de Patrick, ils vont toujours. C'est comme ça. Alors, la meilleure façon d'éviter ce genre de situation, c'est de refuser d'être appelé seul. Ok? Il y a une négociation, par exemple, d'une grande entreprise qui veuille négocier une équipe
À partir du moment où on tire deux personnes de côté pour discuter, ça devient compliqué. Si c'est une équipe de 10 personnes, il est très essentiel que l'on ait les 10 personnes présentes dans les réunions. Pourquoi? Parce qu'on tire deux personnes de côté, on dit écoutez, vous savez, d'ailleurs vous êtes les plus importants, les autres là ils ne nous intéressent pas, on peut vous donner autant d'argent pour que vous vous sépariez. C'est comme ça que ça se passe. Alors l'AES dit non, plus de négociations à n'importe, on n'acceptera plus. Si vous voulez faire quelconque négociation avec nous, et ce n'est que le début d'ailleurs, il faudrait appeler tout le monde, c'est-à-dire les représentants du Mali, Burkina Faso, du Niger collectivement pour discuter. C'est ça la force mentale. Et moi je pense que ce n'est pas fait au hasard. C'est suite aux expériences de la vie. Ce sont des gens qui comprennent qu'à partir du moment où on sépare les amis, c'est comme ça que le mal commence. Nous avons convenu qu'il était essentiel d'avancer en quantité régionale égale afin de structurer les pourparlers chapitre par chapitre, dans un cadre clair et mutuellement respecté, a expliqué le chef de la diplomatie burkinabé. Donc l'AES se considère égal à la CEDEAO. Deux entités complètement différentes, mais égal à égal. Il n'y a plus de oh, toi, tout ça, non, finito. Au Mali, les amis, les Allemands reviennent. Les Allemands reviennent, évidemment. Vous vous posez la question, ils reviennent d'où? Ouais, ils étaient là pendant un temps, ils sont partis. Berlin revient en effet pour rendre public son intention de prolonger son aide au développement au Mali. Ouais, les Allemands reviennent, veulent continuer leur aide au développement. Berlin maintient ainsi ses appuis dans les secteurs vitaux de l'eau, de l'agriculture et de la protection sociale, avec une priorité accordée aux zones rurales et aux populations vulnérables. Donc l'Allemagne réaffirme son engagement ferme à poursuivre ses appuis au Mali. Cependant, Berlin insiste désormais sur un partenariat fondé sur le respect mutuel et une prise en compte rigoureuse des nouvelles dynamiques régionales. C'est-à-dire, nous allons revenir, mais comme on voit que vous êtes une confédération maintenant, on ne pourra pas simplement dealer avec le Mali, comme ça a été dit précédemment, on va devoir dealer avec le changement cohérent de la confédération qui existe déjà. Maintenant, si Berlin quitte, c'est-à-dire que Berlin y était avant, vous vous posez la question de savoir, l'Allemagne a investi autant d'argent dans un pays africain. L'Allemagne considère que le développement est un outil essentiel pour prévenir l'extrémisme en offrant des alternatives telles que l'emploi, la formation aux jeunes vulnérables. Donc le point numéro 1, c'est pour combattre l'extrémisme. Ils pensent qu'en offrant des opportunités, du boulot, des formations, ils pourraient déterrer ces jeunes personnes qui sont quelquefois poussées à aller vers l'extrémisme, de pouvoir garder un boulot et de travailler parce qu'ils ont ces options. La deuxième raison pour laquelle l'Allemagne l'a fait, l'Allemagne se dit en soutenant le développement local, donc en donnant l'emploi, la santé, l'éducation aux jeunes maliens, l'Allemagne veut réduire les raisons qui poussent les populations à fuir vers l'Europe, c'est-à-dire la création d'emplois, surtout dans le secteur des bâtiments, agriculture, infrastructure, alternativement à l'enrôlement dans l'extrémisme et à la possibilité de voyager vers l'Europe. Donc, pourquoi l'Allemagne le fait? C'est manifestement clair. Ce n'est pas seulement parce qu'on a envie d'aider les Maliens, c'est aussi parce que l'Allemagne essaie de se protéger en protégeant l'Union européenne. Ils se disent, si on investit au Mali et qu'on donne des opportunités, des boulots, des formations, du bazar, la jeunesse malienne, ne viendra pas en Europe. Ces jeunes ne partiraient pas dans l'Union européenne. Secondo, ça permettrait à ce qu'on protège l'Europe en gardant ces jeunes occupés, contrairement à la possibilité de partir, être recrutés dans le groupe extrémiste qui représenterait un danger au cas où ils finalement décidaient de partir en Europe. L'aide a été stoppée quand? L'aide a été stoppée quand le président Goïta a pris le pouvoir. Les Allemands, évidemment, voulaient un gouvernement démocratique avec des élections. La présence allemande n'était pas seulement limitée autour des aides, il y avait aussi la présence de la MINUSMA. Les militaires allemands étaient présents pour prétendument combattre le terrorisme et aussi apporter de l'aide en termes de renseignements, de drones, d'équipements, d'entraînement et tout le bazar. Mais en 2023, le gouvernement allemand a annoncé qu'il mettrait fin à sa participation à la mission de l'ONU, MINUSMA, au Mali, au plus tard en mai 2024. We cannot continue to work together if there is no distancing from Russian forces. The situation in Mali is the situation in Mali, and we hope that each of Mali's partners will respect Mali's choices. Mali makes its choices according to its concerns, just as Germany makes its choices according to its. Cette décision a été motivée principalement par les tensions croissantes avec ce qu'ils appellent la junte malienne, notamment les restrictions imposées aux forces de l'ONU, c'est-à-dire il y avait interdiction de vol, de drones, le Mali avait interdit ça de la part de la MINUSMA, et les Allemands ont trouvé que c'était difficile pour eux d'opérer. Et deuxièmement, la politique du Mali avec la montée de l'influence de la Russie via le groupe Wagner. Donc les Allemands n'ont pas aimé le fait que le Mali s'est tourné vers la Russie et a rejeté les Européens. Ouais, c'est ça la solidarité européenne, que les Africains n'ont généralement pas.
Les militaires allemands étaient obligés de quitter parce qu'il y avait des restrictions à leur égard et aussi parce que l'Allemagne voulait un peu faire le genre puisque les Maliens avaient décidé finalement de prendre soin de leur futur en se tournant vers la Russie contrairement aux Européens. C'est pour dire que les Allemands reviennent pour investir, pour opérer dans l'eau, dans le secteur de construction, infrastructure, tout le bazar, pour donner des aides, créer de boulot, de l'emploi, des formations pour les jeunes Maliens, malgré le fait qu'ils étaient partis eux-mêmes. Alors la grande question est celle-ci, est-ce que les Maliens ont demandé cela? Non, absolument pas. Les Allemands sont partis pendant un temps, ils ont réfléchi, ensuite on dit écoute, on veut rentrer. Mais pour faire genre, on va pas donner de l'argent au gouvernement malien, parce que le gouvernement n'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais on va donner de l'argent à des ONG et tout le bazar, et on va continuer le travail sur place. Et ben du moment que ça profite au Mali, pourquoi pas. Les amis, le Mali et le Niger viennent de signer un accord pour fournir le carburant à la population malienne au nord. Félicitations à ça. Très bonne nouvelle pour la population de la région du nord du Mali. Les autorités maliennes ont signé avec le Niger un accord visant à ravitailler le nord malien en carburant. Pourquoi ceci se passe? Ça se passe parce que depuis plusieurs semaines, les régions au nord malien se trouvent confrontées à une pénurie sévère de carburant. Une bonne partie de carburant venait de l'Algérie. Parce que, voilà, c'était à tort ou à raison, c'est peut-être légal ou pas, dissimulé ou pas, il y a le carburant algérien qui est entré au nord du Mali dans certains endroits. Et comme le Mali et l'Algérie ne sont pas en bon terme, vous pouvez vous imaginer la suite. Face à cette crise d'approvisionnement en hydrocarbures, le Mali et le Niger ont trouvé un terrain d'entente pour alléger la peine de la population de cette région malienne. Ce n'est pas facile du tout. Autour de la localité de Gao, Tombouctou, Kidal et Ménaka font face à la flambée des prix à la pompe. Il faut donc souligner que cette décision du Niger d'aider le Mali ou de voler au secours du Mali en difficulté s'inscrit dans le cadre de l'alliance qui lie désormais Niamey, Bamako et Ouagadougou, la Confédération d'États du Sahel. C'est-à-dire le problème qui affecte le Mali, c'est aussi un problème nigérien. Il faudrait immédiatement trouver une solution. Le Niger, fidèle à la devise de l'AES, considère le nord du Mali comme une 9e région et s'engage à l'aider, a d'ailleurs souligné le ministre nigérien du Commerce pour sa part. C'est ça l'amitié, c'est ça la fraternité. Ton problème, c'est le mien. On trouvera une solution en bas. Les 3 ministres des Affaires étrangères, Mali, Burkina Faso et Niger, sont partis faire un rapport au président Assimi Goïta, qui est dirigeant numéro 1 de l'AES actuellement, lui disant, évidemment, nous faisons un rapport sur leur discussion avec les membres de la CEDEAO. Comment ils ont conclu leur réunion, comment ils ont fait leur séparation. Ils ont aussi souligné que désormais, on ne peut plus parler simplement au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il faudrait désormais parler aux 3, au trio à la fois. Une décision faite par l'une des parties est une décision par tout le monde. Donc tout le monde doit être présent. Je pense que c'est signe de force et de collaboration, d'une vraie fraternité. Ensuite, le Mali signe un agrément avec le Niger pour que celui-ci le renflue de carburant, surtout au nord du pays, faute aux difficultés qui sont confrontées par les populations locales. Julius Malema, président de l'IFF de l'Afrique du Sud, a fait un discours bouillant. Il s'élève sans broncher contre Donald Trump. Suivant ce qu'il a à dire. Monsieur le vice-président, le 20 septembre 2001, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, George Bush, a déclaré ce qui allait devenir la guerre contre le terrorisme en Irak et en Afghanistan, affirmant, je cite, « Elle ne prendra fin que lorsque chaque groupe terroriste d'envergure mondiale aura été trouvé, arrêté et vaincu. » Ce qui a suivi fut une vaste campagne de désinformation visant à justifier l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan en 2003, sous le prétexte de localiser et de détruire des armes de destruction massive. Des décennies plus tard, aucune de ces armes n'a jamais été trouvée. Cette invasion portait sur les minéraux et les réserves de pétrole, non sur des armes de destruction massive. L'Irak et l'Afghanistan ne s'en sont jamais remis. Cuba, la Libye, le Venezuela et le Chili sont des exemples de nations qui ont souffert des interventions américaines en raison de leur politique socialiste justifiée par de fausses informations pour faire avancer l'impérialisme. Ok, on va s'arrêter là. L'idéologie socialiste de beaucoup de ces pays, évidemment, il y a une différence entre le capitalisme et le socialisme. On ne fera pas de répétition aujourd'hui. On en parlera prochainement si vous désirez. Il essaie de dire ici, les Américains ont toujours des justifications. Ils ont toujours des campagnes de désinformation avant d'aller attaquer un pays. Comme ils ont fait en Afghanistan et en Irak
Ils ont accusé l'Irak de garder des armes de destruction massive. C'était ça l'objectif. C'est avec ça aux Nations Unies, George Bush a dit, soit vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Il n'a pas dit soit vous êtes avec nous ou avec les autres. Soit vous êtes avec nous ou avec les terroristes. C'est-à-dire quoi? Soit vous êtes avec les gens bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous pensons, c'est-à-dire que vous êtes avec les terroristes. C'est une façon de vous taire et de ne plus poser de questions. Soit vous êtes avec les gens bien, qui sont nous, ou vous êtes avec les terroristes. Quand on lui a demandé de montrer les preuves de la présence des armes de destruction massive. Continuons. Cuba a enduré des décennies de sanctions pour avoir nationalisé des secteurs stratégiques de l'économie, soutenu la libération africaine et le socialisme. Quant à la Libye, elle a été détruite parce que Kadhafi a rejeté la domination américaine. Nous rappelons ces faits historiques parce que l'histoire doit nous guider dans tout ce que nous faisons. Lorsque Donald Trump déclare, je cite, « De mauvaises choses se passent en Afrique du Sud », sans preuve, nous ne devons pas supposer que les États-Unis sont mal informés. Au contraire, nous devons nous interroger sur la véritable intention derrière une telle déclaration. Après les propos de Trump, les États-Unis ont gelé l'aide étrangère à l'échelle mondiale, sous prétexte d'évaluer l'alignement avec leur orientation politique. Pour l'Afrique du Sud, cela signifiait que le financement du PEPFAR pour la lutte contre le VIH-Sida était menacé. Le 26 février 2025, ce gel est devenu permanent, mettant fin au financement pour une durée indéterminée. L'agressivité des États-Unis envers l'Afrique du Sud n'est rien d'autre que la vengeance d'Israël pour notre position morale en faveur de la Palestine. Pendant ce temps, certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels internationaux, une étiquette utilisée par l'Occident avant d'assassiner ceux qui s'opposent à son agenda. Ok, on va s'arrêter là pendant un temps. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on peut pas prétendre ou penser croire que les États-Unis n'est pas informés sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça, c'était juste après que Elon Musk eut dit à Donald Trump que l'Afrique du Sud était en train de placer une théorie ou une loi ravissant les terrains ou les terres qui appartiennent aux Blancs. Les Blancs, évidemment, qui ont pris ces terres pendant l'apartheid de force et qu'il y avait des Blancs en Afrique du Sud qui étaient tués. Donc, il y avait génocide en Afrique du Sud contre les Blancs. Il dit ça ne sert à rien de se justifier parce qu'on ne peut pas dire que les États-Unis n'est pas au courant. Ils ont les services d'intelligence et de renseignement les mieux équipés au monde. Ils sont au courant de ce qui se passe. Donc, au lieu de nous inquiéter sur pourquoi les États-Unis n'ont pas bien compris le message, posons-nous plutôt la question pour savoir quelles sont leurs vraies intentions. Continuons. Avant d'envahir les nations, les États-Unis inventent toujours des violations des droits de l'homme pour justifier leur intervention. Aujourd'hui, les mêmes tactiques sont utilisées contre l'Afrique du Sud. Les appels croissants des groupes d'extrême droite en faveur d'un financement étranger pour établir des États indépendants et pour être armés par des intérêts étrangers doivent être reconnus comme faisant partie d'un plan plus vaste. Ceci est la première étape de l'isolement économique, menant finalement à une intervention militaire. Ok. Actuellement, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique, ça fonctionne pas très bien. Les États-Unis ont bloqué les comptes. Ils ont arrêté d'envoyer l'argent qu'ils envoyaient. Il y avait un programme très important de USAID ou PEPFAR qui permettait aux Sud-Africains, en tout cas aider beaucoup de Sud-Africains atteints du VIH à pouvoir recevoir de l'aide, recevoir des médicaments et tout le bazar. Je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud a plus de 8 millions de gens atteints du VIH. Et ils sont le numéro 1 au monde. C'est le pays où on a le plus de gens atteints du VIH. Comment le VIH est entré, c'est une histoire très intéressante dont on parlera prochainement si vous voulez. Ça n'a pas été naturel, non, ne vous en faites pas. On a placé quelque chose quelque part dans les cliniques. On en parlera. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez dans les commentaires, parle-nous de l'introduction du VIH en Afrique du Sud. Il y a des documents par rapport à ça. L'Afrique du Sud actuellement ne reçoit plus de l'aide venant des États-Unis, l'aide de PEPFAR qui soutenait les gens atteints du VIH. Pourquoi? Parce que bon, la majorité des gens qui sont atteints du VIH, c'est connu, c'est des Noirs. Continuons. Ensuite, l'AGOA sera résiliée, ce qui aggravera les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Notre gouvernement doit rejeter les groupes racistes africains opportunistes qui exploitent l'impérialisme américain pour financer leur fantasme raciste d'un État indépendant. Cela n'arrivera jamais.
Ok, il y a des blancs sud-africains qui sont partis aux États-Unis en tant que réfugiés. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont partis, c'est pas parce qu'ils étaient persécutés, c'est parce que 59 blancs qui sont partis déjà aux États-Unis, ils sont allés parce qu'ils avaient rien à foutre. Ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'argent, parce que pourquoi quelqu'un abandonnerait ses terres? Nous exproprierons la terre sans compensation, qu'ils le veuillent ou non. S'ils s'y opposent, ils peuvent demander l'asile en Amérique. Monsieur le vice-président, Trump et les États-Unis ne font pas preuve de force. Les États-Unis ne font que montrer un stade avancé du capitalisme impérialiste. Saviez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a une terre qu'on appelle Orania? Là-bas, il n'y a que des blancs. Les noirs ne sont pas autorisés. Il faut être 1, blanc, 2, chrétien, 3, africanaire. Blanc, chrétien, africanaire. Vous voyez, la religion est insérée dans beaucoup d'histoires qui ne sont pas essentiellement religieux. Il faut faire très attention. Continuons. C'est-à-dire l'impérialisme. Trump entretient des relations transactionnelles et manipulatrices avec le monde com. S'il s'agissait de son arrière-cour, l'hostilité envers l'Afrique du Sud ne vient pas des Boers frauduleux qui propagent de la désinformation, mais de l'agenda impérialiste de l'Amérique. Les États-Unis, patrie des agences de renseignement les plus sophistiquées au monde, des agences qui fabriquent des preuves pour justifier l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak et qui ont orchestré l'assassinat de Muammar Kadhafi, Patrice Lumumba, Martin Luther King Jr. et Malcolm X, ne peuvent pas aujourd'hui prétendre être victimes de désinformation d'un petit groupe raciste basé à Orania. Les États-Unis ont ouvertement embrassé l'âge d'or de l'impérialisme, étendant leur pouvoir par des menaces et par la prévention ou la suppression de l'aide étrangère. En réponse, notre gouvernement cherche bêtement à expliquer nos politiques à un président maniaque comme si les États-Unis étaient victimes de désinformation. Les États-Unis savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Lors d'un événement Goldman Sachs, le 27 février 2025, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a déclaré, je cite, « Trump s'est trompé sur les politiques foncières du pays ». Je rejette totalement cette idée. Les États-Unis, patrie de la plateforme X d'Elon Musk, d'Amazon, de Jeff Bezos, de Facebook, de Google, de Tesla, de Starlink et de la Silicon Valley, le centre mondial de la collecte de données, ne peuvent pas prétendre être mal informés. Ce sont, eux, les plus grands propagateurs de désinformation. Les États-Unis sont les plus grands propagateurs de désinformation. Ils utilisent désormais leurs propres mensonges comme justification pour attaquer l'Afrique du Sud. Ce gouvernement a refusé de reconnaître les véritables problèmes. Nous sommes punis pour avoir soutenu la Palestine contre Israël, l'apartheid, rien d'autre. Les États-Unis ne croient pas qu'il y ait, eux, un génocide blanc ou des expropriations de terres en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le seul pays africain à être parti à la Cour internationale de justice pour demander justice pour ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas. Beaucoup de pays africains se sont opposés à l'Afrique du Sud à cause de leur religion. Ils pensent que Jésus descend là-bas. C'est là-bas que Jésus descend. L'Afrique du Sud, je répète, est le seul pays au nom de la vie et aussi au nom de leur collaboration, coopération depuis très longtemps, qui est parti ouvertement et accusé et emmener une équipe forte des lawyers, des avocats pour se mettre contre le pays que l'on ne cite pas. Et beaucoup de pays tels que, bon, voilà. Ils attendent que le Saint-Esprit descende là-bas, on va leur envoyer des messages à travers des emails. Alors, il dit la raison pour laquelle les États-Unis s'attaquent à l'Afrique du Sud actuellement, en cherchant tout ce qu'il y a comme alibi, ça n'a absolument rien à voir avec les Blancs sud-africains. Parce que les États-Unis d'Amérique a tout ce qu'il y a comme intelligence et renseignement. La CIA est la plus avancée du monde, à côté du Mossad, la Mossad, si vous préférez. Ils ne peuvent pas prétendre dire qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Alors, ce qui se passe en Afrique du Sud est simplement une manipulation. D'après Maliem, c'est une manipulation simple. On crée une désinformation pour justifier finalement quelque chose de futur. Allez-y. Ces mensonges sont des outils utiles pour justifier l'agression économique et cherchent à affaiblir notre autorité morale. Ou c'est-à-dire, c'est parce que l'Afrique du Sud a accusé le pays qu'on ne cite pas là-bas, qui sont fâchés. C'est une façon de faire payer l'Afrique du Sud le fait d'avoir eu le courage d'ouvrir la bouche. Comment osez-vous ouvrir la bouche, vous les Noirs? Vous ne pouvez pas ouvrir la bouche? À condamner le génocide d'Israël. L'aide étrangère a toujours été un outil de l'impérialisme et du contrôle occidentaux. Cela doit cesser avec l'Afrique du Sud.
Nous devons élargir notre commerce et renforcer nos relations avec la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et Singapour, tout en mettant l'accent sur l'unité africaine. Les États-Unis sont en mission, une fausse mission pour extorquer le monde et le soumettre, et en conséquence, ils deviendront de plus en plus isolés. Notre souveraineté, notre sécurité et notre prospérité économique reposent sur le rejet de l'âge d'or américain, un projet d'impérialisme. Le monde doit avancer sans les États-Unis si l'on veut réaliser un véritable progrès. Nous ne sommes pas les marionnettes des États-Unis. Nous ne nous laisserons jamais intimider par Donald Trump et ses amis. L'Afrique du Sud reste un État indépendant qui n'est pas manipulé par les États-Unis. La majorité des Sud-Africains aiment leurs Blancs. Ils les vénèrent partout où ils vont. Pourquoi les tueraient-ils? Ils recherchent toujours la validation des Blancs et l'affirmation de la blancheur. C'est un talent noir. Oui, c'est un talent noir. Mais ce n'est pas un talent noir tant que les Blancs ne l'ont pas reconnu comme tel. Si c'est une compétence ou une innovation noire, ce n'en est pas une tant que les Blancs ne l'ont pas dit. Si c'est un produit de qualité noire, il devra passer par de nombreuses mains avant qu'ils n'approuvent ce produit. Aucun parti politique sans l'aval des Blancs ne recevra jamais de soutien électoral ni de soutien financier tant que l'establishment blanc ne l'aura pas décidé. Comme le peuple cubain, nous n'abandonnerons jamais notre liberté face à l'impérialisme américain. Nous devons continuer sans honte à soutenir la Palestine et la Russie. Nous sommes le produit de la solidarité internationale. Nous sommes palestiniens et ils sont africains. Nous mourrons côte à côte avec le peuple palestinien. Nous serons enterrés à côté de leur tombe car aucune intimidation américaine, ni dictature financière ne pourra nous séparer. Même la mort n'y parviendra pas. Et dans certains pays ici, en Afrique, les présidents pensent que s'ils se lèvent, c'est-à-dire ils combattent au nom de la justice pour pas que ceux-là dans le pays qu'on ne cite pas, qui sont innocents, meurent, ils pensent que l'entrée au paradis leur sera refusée. Parce que Jésus va dire non, toi tu as combattu mes gens, tu as été pour l'Afrique du Sud, tu vas pas. C'est incroyable, continue. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Nous ne sommes pas le produit du vol de terre ou du génocide. Nous ne saisissons aucune terre, mais nous réclamons ce qui nous appartient de droit. Nous ne participons pas à un génocide des Blancs. Au contraire, nous coexistons avec nos meurtriers blancs. Quoi qu'il en coûte, cette terre sera expropriée et rendue à ses véritables propriétaires. La victoire est certaine. Hasta la victoria siempre. Nous coexistons avec nos blancs meurtriers. Incroyable. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et aussi, YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi c'est pas encore fait? Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Et avant de quitter, on fait ça, ok? Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.